Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire soins palliatifs et prise en charge précoce qui commence du coup à 12h30 et qui prendra fin à 13h30, 14h. Alors, je suis Aude Leblé du DSRC Oncopac-Accords en charge de la thématique soins palliatifs au sein du DSRC et accompagnée de Milena Moya que je laisse se présenter. Bonjour à tous, Milena Moya, chargée de formation au DSRC Oncopac-Accords. Et je vais peut-être laisser nos intervenants se présenter et après nous pourrons commencer avec l'intervention du docteur Crétel. Professeur Salah, je vous laisse vous présenter peut-être avant de commencer. Oui, bonjour, je suis Sébastien Salas, je suis oncologue médical et responsable des soins de support et de la médecine palliative sur la PHM. Merci beaucoup, professeur Salas. Nous avons également docteur Philippe de Bourdeau qui est avec nous, qui fera également une intervention. Je vous laisse vous présenter, docteur de Bourdeau. Oui, donc je travaille au centre hospitalier d'Arles. Je suis oncologue, j'ai une orientation plus dans les soins de support et les soins palliatifs. Merci beaucoup et encore un grand merci à vous pour votre intervention aujourd'hui. Et je laisse maintenant docteur Élodie Crétel-Durand se présenter pour l'ARS PACA. Bonjour, donc moi je suis Élodie Crétel, je suis médecin référente sur les thématiques cancer et soins palliatifs et on appuie sur l'HAD à l'ARS PACA. Et je remercie Aude et le DSRC pour l'organisation de ce webinaire qui, je pense, est intéressant pour favoriser la culturation aux soins palliatifs des professionnels. Alors, il s'inscrit un petit peu un élément de contexte. Ce webinaire s'inscrit en fait pour l'ARS PACA dans la feuille de route régionale de la stratégie décennale de lutte contre les cancers qui va de 2022 à 2025. Toutes les ARS ont une feuille de route cancer qui s'appuie sur la stratégie décennale nationale qui, elle, va de 2021 à 2030. Et cette stratégie a été partagée en deux parties. Une première partie, les 5 premières années, du moins, ça va plutôt de 2022 à 2025. Et il y aura une deuxième partie à partir de 2026. Donc, la feuille de route régionale PACA, elle se calque sur les 4 grands axes de la stratégie nationale. Je ne vais pas vous les redire. C'est une feuille de route qui a 40 actions avec 15 groupes de travail. 95% des actions sont démarrées. Et l'action qui nous concerne, c'est ce webinaire aujourd'hui, en fait, fait un point sur un groupe de travail qui a démarré en 2022, qui concerne le parcours cancer, douleur et soins palliatifs, qui est une action que nous avions souhaité mettre en place au niveau de l'ARS PACA et qui est également partagée avec l'ARS Corse. C'est un sujet éminemment important. Et donc, c'est un groupe de travail de 30 personnes qui est piloté par le DSRC en la personne en particulier de Aude Leblé et également le professeur Salas et le docteur Fogliarini et que je remercie. Je remercie aussi le docteur de Bourdeau pour son implication très importante dans ce groupe. Avec en particulier, ils ont produit un guide de bonne pratique qui est très très bien fait, qui a été donc sur la prise en charge palliative précoce et la prise en charge de la douleur pour un cancer de mauvais pronostic. En effet, ce groupe est plutôt dans l'axe 3 de la stratégie qui concerne les cancers de mauvais pronostic. Mais bien sûr, dans ce guide, vous avez aussi tout un tas d'informations qui peuvent concerner des cancers qui ne sont pas de mauvais pronostic, y compris à partir du moment où on a des douleurs ou qu'on est en soins palliatifs. Donc, ce guide a été diffusé en début d'année avec une campagne de communication et l'idée, c'était de faire un webinaire de rétexte sur ce guide. Il y a aussi, dans le cadre de ce groupe, un travail qui est fait sur les indicateurs de prise en charge précoce, de qualité en soins palliatifs et d'obstination déraisonnable. Et on espère qu'on va pouvoir continuer cette action en parallèle à la future stratégie décennale soins palliatifs qui démarre en 2024, qui va jusqu'en 2034. Je voulais vous faire un petit point rapide sur cette stratégie qui a été annoncée par le ministère il y a quelques semaines, qui a 4 objectifs et 30 mesures. Les objectifs, donc, c'est essentiellement d'avoir un accès plus juste aux soins d'accompagnement, en particulier en faisant valoir le droit des patients, en renforçant l'offre de soins. Un autre objectif qui est de mobiliser l'ensemble de la société, en particulier les aidants et les bénévoles,
et de mieux organiser les soins palliatifs à l'échelle des territoires, ainsi qu'un objectif d'accompagnement du deuil. L'objectif stratégique numéro 3 consiste à développer la formation et la recherche. Et cette stratégie va être pilotée par des acteurs, en particulier un comité scientifique d'orientation de la recherche et de formulation des bonnes pratiques, et une gouvernance, une instance de gouvernance, de pilotage et d'évaluation de la stratégie. Il y a un budget de 1,1 milliard d'euros de mesures nouvelles qui est prévu sur 10 ans. Alors, si on revient à notre région, à la région PACA, juste un petit point sur notre offre en soins palliatifs, qui est d'environ 625 lits de soins palliatifs. Et pour vous montrer qu'on a essayé, c'est un sujet qui nous tient à cœur, avec une dynamique qui s'est mise en place, qui existait depuis longtemps. Et par rapport à 2017, vous voyez, on a une augmentation de près de 30% du nombre de lits. On a actuellement 15 unités de soins palliatifs en région. On est content parce qu'en 2022, on a pu enfin ouvrir une unité de soins palliatifs à Nanosque, dans le département des Alpes de Haute-Provence, ce qui fait qu'actuellement, on n'a plus aucun département qui n'aurait pas d'unité de soins palliatifs, alors que c'était le cas avant 2022. Vous savez qu'avec la pénurie actuelle de soignants, en particulier de médecins, c'est très compliqué dès qu'on veut ouvrir une nouvelle structure, de pouvoir avoir le personnel pour assurer le fonctionnement de ces structures. On a également 33 équipes mobiles de soins palliatifs, dont 22 équipes qui vont sur les territoires, et ce qui fait que notre région PACA est totalement normalement couverte sur le territoire, au domicile et dans les EHPAD, même si on sait que les équipes doivent continuer à se challenger pour aller encore plus au domicile, dans les EHPAD, et c'est compliqué, hein, elle nous le relate, avec le problème des soignants, des médecins traitants qui se déplacent moins au domicile, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et vous dire que depuis 2022, on a 5 nouvelles équipes territoriales qui se sont créées, qui sont citées là. Alors, je reviens maintenant à la philosophie de l'instruction des soins palliatifs qui est parue en juin 2023. Et c'est juste ce schéma que je voulais vous montrer. Cette philosophie, cette instruction qui fait un peu plus de 40 pages, sa philosophie, c'est vraiment de structurer les soins palliatifs en filière et de vraiment de ne plus centrer les soins palliatifs. Les soins palliatifs, ce n'est pas que l'hôpital, hein, c'est vraiment le lien ville-hôpital. Et donc, ce schéma récapitule un peu la philosophie. Alors, le patient, il est au centre, hein, il est un peu à gauche sur notre schéma, mais c'était pour des raisons pratiques, mais il est au centre des soins, bien sûr. Vous avez au milieu les experts de la filière, qui sont ceux qui s'occupent des unités de soins palliatifs, qui ont des lits identifiés, qui ont des hôpitaux de jour, bien sûr les équipes mobiles de soins palliatifs, également les équipes régionales ressources en soins palliatifs pédiatriques, on en a 2 en région. Et on n'oublie pas les HAD qui ont un rôle à jouer, ainsi que les bénévoles. Et puis à côté, vous avez la cellule d'animation régionale en soins palliatifs. On a depuis le mois de juin 2023 une cellule qui est en appui des agences de l'ARS pour mener la politique sur les soins palliatifs, qui essaie d'aller au plus près des acteurs pour voir avec eux quelles sont leurs difficultés, quels sont les points positifs. Donc elle a démarré au mois de juin. Et on a aussi des appuis territoriaux en soins palliatifs qui sont finalement des astreintes téléphoniques qui sont plutôt réparties par département avec des numéros qui peuvent être joints par les professionnels de santé lorsqu'ils ont des difficultés avec un patient. Et ben, tous ces acteurs, bien sûr, sont en lien avec à la fois, bien sûr, les hôpitaux et les filières de soins spécialisés et les GHT, bien sûr, mais également les urgences, les médecins en libéral, également les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, et les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui ont une responsabilité populationnelle dans leur territoire. Donc, c'est très important que ces DAC, ces CPTS connaissent les filières de soins palliatifs de leur territoire, qui interviennent également dans les EHPAD, mais également les établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. Et puis, en appui aussi des services autonomie à domicile. Vous voyez, c'est assez large, mais c'est important que ce soit large pour bien montrer le champ large de la structuration de ces filières. Alors, en région, on a 12 filières en soins palliatifs. Je ne vais pas trop vous les détailler, mais en gros, elles se répartissent dans les différents départements. Vous pourrez avoir ensuite ces diapositives.
avec donc des filières plus ou moins grosses. Vous voyez, dans le département des Bouches-du-Rhône, on a volontairement mis une seule filière qui comprend une cellule de coordination avec 6 équipes territoriales de soins palliatifs et 7 équipes intra-hospitalières. Et on a également 2 filières en pédiatrie. Diapo suivante, je vais vous montrer un peu les grands objectifs du projet régional de soins palliatifs. Vous voyez, c'est compliqué. Vous avez la stratégie d'un côté décennale cancer, où il y a notre groupe cancer, soins palliatifs et douleurs. Vous avez la stratégie décennale soins palliatifs, qui va de 2024 à 2034. Et on a également toutes les agences. On a un projet régional de soins palliatifs qui a été publié en fin d'année 2023, qui va de 2023 à 2028, dans lequel nous avons un chapitre sur les soins palliatifs. Je vous invite à aller le consulter en allant sur le site de l'ARS. Et en fait, on essaie bien sûr d'être cohérent dans toutes ces orientations. Et donc, nous, on a 6 priorités dans ce projet. À la fois améliorer notre diagnostic régional en soins palliatifs, parce que c'est une demande de l'instruction que je vous ai présentée rapidement, qui est parue en juin 2023. Donc, on embête beaucoup nos partenaires en ce moment avec beaucoup de questionnaires aux équipes mobiles, aux unités de soins palliatifs. On a fait un questionnaire auprès des établissements qui avaient des lits identifiés, auprès des HAD. Cette instruction est très exigeante car elle demande chaque année un rapport de toutes ces structures. On est en train de mettre en place tout cela à l'ARS. Et puis, tous les lits identifiés qui existaient déjà de longue date vont devoir être de nouveau reconnus. On va faire ça en 2025 pour voir s'ils sont bien dans les normes de ce qui est exigé dans cette instruction. Donc pour cette année, on a fait un questionnaire pour préparer les professionnels en charge de ces lits identifiés aux exigences de cette instruction. Et l'année prochaine, ça sera la reconnaissance contractuelle de tous ces lits identifiés qui, espérons-le, répondront au cahier des charges de cette instruction de juin 2023. Sur la priorité 2, ça fait partie aujourd'hui de la réunion qu'on a, c'est déjà un avant-goût. L'idée, c'est qu'on arrive à travailler entre les acteurs, à coordonner les acteurs sur les territoires ensemble, à ce qu'ils se connaissent, à ce qu'ils se rencontrent. Et c'est pour ça que ce qui est ressorti du projet régional de santé, qui a fait l'objet d'une large concertation avec les professionnels, c'est de mettre en place des comités territoriaux de soins palliatifs dans chaque département. Donc normalement, on commence là, le premier aura lieu dans les Alpes-de-Haute-Provence le 28 juin, puis ça va s'enchaîner dans le Vaucluse, dans le Var et dans dans tous les départements. Et l'idée, c'est que les filières en soins palliatifs se présentent aux acteurs qui sont potentiellement en première ligne pour prendre en charge ces patients, c'est-à-dire tous les acteurs que je vous ai montrés sur le petit graphique de tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'inviter un maximum d'acteurs pour qu'ils connaissent les experts de la filière, qui puissent savoir comment les solliciter, quels sont les outils. Enfin voilà, l'idée, c'est de pouvoir échanger surtout et que ces comités puissent se renouveler ensuite chaque année dans la mesure du possible. La priorité 3, c'est de continuer à renforcer l'offre en soins palliatifs. Vous voyez qu'on l'a pas mal renforcé. On vous a montré une augmentation de 30% des lits. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est plus de 60% des lits en soins de support et réadaptation, qu'on appelle maintenant les soins médicaux de réadaptation, qui ont été augmentés. Et on souhaite continuer cette augmentation avec l'idée de créer 1 ou 2 unités de soins palliatifs justement en soins médicaux et de réadaptation. Et peut-être aussi une maison d'accompagnement en soins palliatifs. C'est une nouvelle forme de structure qui a été décrite dans la stratégie décennale des soins palliatifs. La priorité 4, et aujourd'hui on est en plein dedans, c'est de développer et communiquer sur la démarche palliative précoce et de développer également la formation en soins palliatifs. Donc, je vais bientôt laisser la parole à mes collègues, mais vraiment, on est dans le cœur du sujet aujourd'hui. Et puis, les 2 dernières priorités, c'est de continuer à travailler sur le renforcement des compétences en soins palliatifs dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier dans les EHPAD, où on a quand même beaucoup de personnes qui finissent leur vie. Et donc, c'est important qu'elles soient prises en charge avec la meilleure qualité possible, avec le meilleur environnement possible. Et puis, continuer à renforcer les compétences en soins palliatifs au domicile. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je vais arrêter le partage.
Alors, un grand merci, docteur Crétel, pour votre intervention. Je rappelle aux participants que vous avez la possibilité de poser des questions. On a des temps d'échange qui sont réservés. Donc, vous pouvez dans le chat poser toutes vos questions et on les accueille avec plaisir. Donc, je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va peut-être pouvoir continuer s'il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas en tout cas. Donc, là, je vais prendre la parole, mais vraiment quelques minutes, parce que je vais laisser après la parole la plus importante à nos experts. Mais là, je vais vous présenter brièvement du coup ce guide de bonne pratique qui a été édité par notre groupe de travail, groupe expert régional démarche palliative et cancer. Donc, je vais vous le montrer brièvement et après, les thématiques seront développées beaucoup plus largement avec Dr de Bourdeau et professeur Salas. Donc, c'est une fiche de bonne pratique qui a été éditée qui est en 4 volets. Elle est accessible sur notre site internet en version numérique si vous voulez la consulter. Et vous pouvez également nous demander des versions papier si ça peut vous permettre d'échanger avec vos équipes et de communiquer plus facilement. C'est avec grand plaisir qu'on vous en fait parvenir. Donc, notre groupe de travail qui représente plus d'une trentaine de professionnels ville-hôpital a travaillé sur comment communiquer au mieux sur la prise en charge précoce parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un recours beaucoup trop tardif aux soins palliatifs et que cette prise en charge en soins palliatifs était très inégale. Donc, il nous a semblé vraiment important de communiquer sur comment prendre en charge précocement, car on n'est pas sans rappeler qu'il y a de grands bénéfices à cette prise en charge précoce, avec notamment l'amélioration de la qualité de vie, la réduction de syndrome dépressif et l'optimisation sur la fin de vie. Donc, nos objectifs, c'est vraiment d'encourager les équipes à discuter ensemble, aussi bien les équipes en cancérologie et soins palliatifs, sur cette prise en charge précoce et mettre des choses en place ensemble pour encourager le recours précoce. Après, le deuxième focus qu'il y a dans ce guide, c'est le focus sur l'évaluation des besoins en soins palliatifs et sur les prophylaxies à mettre en place. Donc, on a mis toutes les évaluations possibles, enfin, en tout cas les plus généralistes sur le parcours avec les principales prises en charge. Donc, vous avez des liens, je ne vais pas tout développer parce que je vous invite vraiment à consulter ce guide par vous-même et on développera tout ça après avec nos intervenants. Et après, sur ce volet 2, il y a un zoom sur la prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse et prophylaxie des infections opportunistes. Et après, en dernier volet, il y a prise en charge spécifique de la douleur en soins palliatifs. Alors, on va largement le développer aujourd'hui, juste pour vous rappeler qu'il y a quelques points importants, que dans le contexte des soins palliatifs, justement, la gestion de la douleur occupe vraiment une place centrale et c'est une grande importance pour améliorer la qualité de vie des patients. Donc là, c'est tout à fait logique, mais c'est important de le rappeler. Dans ce volet, on explore vraiment les différentes stratégies et outils thérapeutiques que vous pouvez utiliser afin de soulager efficacement la douleur de vos patients. Et on a conçu, alors c'est un gros travail qui a été fait, notamment avec le docteur Anne Fogdiarini du Centre Antoine Lacassagne. On a conçu une arborescence pour aider dans le repérage et pour aider également dans la prise en charge et le traitement de la douleur en soins palliatifs. Donc voilà, je vais surtout laisser la parole maintenant aux intervenants. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions avant de laisser la parole au professeur Salas. Donc voilà, il n'y a pas de questions particulières, Milena. Donc encore une fois, n'hésitez pas. Je vais arrêter mon partage et je vais laisser la parole au professeur Salas. Je vous laisse partager votre présentation et c'est à vous la parole. Merci déjà de m'avoir invité à participer à ce webinaire. Alors, vous me dites si vous voyez mes diapositives. Partager, normalement, vous devez les voir. On vous voit. Parfait. C'est bon, les diapos? Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, alors, comme on l'a vu, on insiste beaucoup sur l'intégration précoce des soins palliatifs. Alors, une des questions, c'est pourquoi, en fait, quel est l'intérêt d'une prise en charge palliative précoce et est-ce que cette prise en charge palliative précoce permet d'améliorer la qualité de vie des patients?
Alors, la première fois que cette notion est apparue de façon à l'international, hein, la première preuve de concept, c'est à travers un article que vous devez tous connaître ou en tout cas avoir entendu parler. C'est l'article de Jennifer Temel qui a évoqué en fait qui a réalisé plutôt une étude randomisée, prospective sur la prise en charge palliative précoce pour les patients qui présentaient un cancer du poumon métastatique. Donc, cet article a été publié dans le New England, donc aucun doute qu'elle répondait au canon méthodologique actuel. Et elle permet d'explorer, en fait, ça répondait à la question principale, c'est est-ce qu'une prise en charge précoce permettait d'améliorer la qualité de vie. Alors, cette étude avait un design un peu particulier et puisqu'elle concernait des patients qui étaient diagnostiqués comme ayant un cancer du poumon incurable, puis les patients étaient randomisés, c'est-à-dire tirés au sort entre deux prises en charge bien distinctes, qui étaient l'intégration palliative précoce, c'est-à-dire qu'il y avait une prise en charge palliative dès le diagnostic, avec des consultations régulières et puis une prise en charge qui était à cette époque-là en fait standard, qui était une prise en charge mise en place à la demande du cancérologue, c'est-à-dire soit tardivement ou non en fait, mais en tout cas c'était à la demande de l'oncologue médical. Donc, initialement étaient recueillis des questionnaires de qualité de vie, mais aussi des questionnaires d'anxiété et de dépression. Ces questionnaires étaient ensuite répétés à la 12e, 18e et 24e semaine. Et puis, évidemment, les données de la maladie, y compris les données de survie, étaient recueillies. Donc, c'est une étude qui a été menée de juin 2006 à juillet 2019, qui a concerné 283 patients, puis 150 patients ont été randomisés entre le bras intégration précoce et le bras standard à la demande de l'oncologue médical. Donc, alors, une des questions, c'est quand même en quoi consiste en fait cette prise en charge palliative précoce. Et quand on regarde les supplementary data du papier, ça concerne en fait la prise en charge des symptômes. Ça, c'est la première chose et c'est la chose la plus évidente. Mais c'était aussi en fait de l'éducation ou plutôt de l'information sur la maladie, le pronostic de la maladie. C'était aussi une aide en fait à la décision, une assistance à la décision thérapeutique. C'était aussi d'aider les patients à mieux appréhender une maladie à pronostic vital engagé. Et puis, c'était aider, en fait, en tout cas, à aider à mieux comprendre les prescriptions qui étaient réalisées dans le domaine du cancer du poumon. La chimiothérapie, quels sont les objectifs de la chimiothérapie, etc. Donc ça, c'était vraiment… il y a quand même un substrat, en fait, plutôt rationalisé de ce qu'est une intervention en soins palliatifs, et c'est actuellement les recommandations de l'ASCO et de l'ESMO. Alors, cette étude a montré qu'il y avait déjà une meilleure qualité de vie dans le bras intégration précoce avec plusieurs questionnaires de qualité de vie. Cette amélioration de la qualité de vie avait lieu à 12 semaines après le début de l'étude. Et puis, on voit bien les différences entre le bras standard et le bras prise en charge palliative précoce. Donc, l'objectif principal de l'étude a été rempli. Il y a une meilleure qualité de vie quand on prend en charge les patients de façon précoce et là, dès le diagnostic de maladie incurable.
Ensuite, il y avait également, en fait, un des objectifs secondaires, c'était de montrer qu'il y avait moins de syndrome dépressif. Et pour ça, il a été utilisé des questionnaires, notamment l'HADS, que beaucoup de monde connaît dans l'auditoire, avec un HADS dépression, un HADS anxiété. Et là encore, en fait, on voit que il y a moins de syndrome dépressif dans le bras prise en charge précoce. Et ça a été quantifié à 16% versus 38%. Donc, un peu plus du double, d'où l'intérêt d'une prise en charge précoce. Et par contre, en fait, alors là, c'était la surprise, c'est pas par contre, hein, c'est la surprise. La médiane de survie globale était supérieure de 3 mois dans le groupe intégration de précoce des soins palliatifs. C'est la courbe rouge, hein, je ne sais pas si vous voyez ma flèche par rapport au bras standard, ce qui fait que voilà, on a une influence en fait de l'intégration précoce en soins palliatifs, de l'intervention d'une équipe dès le début de la maladie sur la survie globale, ce qui a été quand même la surprise, et c'est une augmentation qui est quand même de 3 mois. Alors c'est un peu moins vrai actuellement, mais il y a certaines molécules hein, qui ont l'AMM ou qui ont eu l'AMM pour des augmentations de médiane de survie de 3 mois. Alors, par ailleurs, hein, il y avait d'autres objectifs. Il y avait moins de soins agressifs, donc c'était moins de chimiothérapie par voie IV et un peu plus PEROS, et une meilleure documentation des souhaits du patient. Donc voilà, cette étude de Temel a bien légitimé en fait hein, les soins palliatifs au niveau international, et on voit quand même qu'il y a un avant 2010, un avant Temel et puis un après Temel, avec une reconnaissance de cette discipline au niveau international, au niveau américain, au niveau européen, et puis vous l'avez sûrement constaté autour de vous, hein, voilà, c'est un peu plus reconnu comme spécialité, ça l'est de plus en plus d'ailleurs. Alors, quels étaient les ingrédients, en fait, hein, les ingrédients de cette prise en charge palliative qui permettaient d'augmenter la survie globale, hein, alors qu'il y a des molécules qui ont du mal à augmenter cette survie globale? Qu'est-ce qui fait que la prise en charge précoce permet d'améliorer cette survie globale? Alors, probablement parce que, alors c'est plus des interrogations que des affirmations, mais quand même, probablement que la compliance était meilleure dans le bras intégration précoce, que ça facilite hein, l'administration optimale et appropriée des traitements anticancéreux, puis ça permet une meilleure gestion des symptômes et des complications liées au traitement et ou à la maladie, ce qui fait que la survie globale est meilleure. Et puis après, d'autres hypothèses, hein, un meilleur moral permet de booster le système immunitaire, et maintenant on constate que à travers l'immunothérapie, à quel point il est important d'avoir un système immunitaire efficace pour lutter contre le cancer. Alors peut-être que lors il y a peut-être d'autres hypothèses, et je vous laisserai les évoquer dans le chat si nécessaire. Alors ça, c'est 2010. Mais il y a du neuf, en fait, hein, il y a de l'innovation. Alors, de l'innovation en soins palliatifs, ce n'est pas si évident que ça. Mais là, lors du congrès américain de l'ASCO, hein, qui date de début juin, alors, alors c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est 60 000 cancérologues qui se réunissent, et puis il y a des sessions plénières, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 2 sessions plénières, 1 à 2 sessions plénières, ça dépend des
des années où sont présentés vraiment les travaux qui révolutionnent la prise en charge des patients. Alors, cette année, c'était la part belle au cancer du poumon avec pas mal de nouveautés, notamment en fait en termes de stratégie de traitement du néoadjuvant, de l'adjuvant. Mais parmi toutes ces présentations très, comment dire, très traitement, très orientées traitement anticancéreux, il y avait une présentation, donc c'est la plénière, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4000 à 8000 personnes qui assistent à cette présentation. Et donc, il y a eu une présentation en plénière concernant les soins palliatifs, la précédente datée justement de 2010. Et cette étude qui a été présentée comparait une prise en charge précoce via la télémédecine versus en personne pour des patients, la même population de patients qui avaient des cancers du poumon à un stade métastatique. Donc, cette étude s'appelle Rich Palliative Care Trial et elle permettait donc l'objectif principal, c'était de montrer qu'il n'y avait pas d'infériorité à réaliser des consultations via la télémédecine. Donc, il y a quand même eu 1250 personnes et accompagnants qui ont été interrogés. Et là encore, il y avait randomisation entre une consultation par télémédecine mensuelle ou une consultation en personne. Et pareil, là, il y avait mesure des critères à 12 mois, 24 mois et 36 mois et 48 semaines, pardon, et pas en mois. Et donc, le principal critère de jugement était donc la qualité de vie. Et ce qu'on a constaté, en fait, à travers cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes de qualité de vie du patient entre la visio et la consultation en personne. Donc, il y a vraiment une équivalence en termes de prise en charge. Et puis, parmi les critères secondaires, on constate que la satisfaction était la même entre la visio et la consultation en personne. Et par contre, il y avait moins de visites, moins de présence en fait des accompagnants à chaque visite dans le groupe visio. Après, en termes d'anxiété, dépression, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'infériorité à le réaliser en visio. Donc, au final, on a vraiment en fait pas d'infériorité à réaliser les consultations par visio par rapport aux consultations en personne. Pas d'infériorité en termes de qualité de vie, en termes d'anxiété, dépression, en termes de satisfaction. Par contre, la présence des aidants était. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est le terme à dire, mais voilà, la présence des aidants était moins importante dans le groupe visio. Alors, la question qui était posée, c'est quelles sont les indications? Il faut préciser peut-être les indications de ces consultations visio. Peut-être que ça a un intérêt pour des déserts médicaux, en l'absence, voilà, avec le peu de médecins. Peut-être que ça a un intérêt. En tout cas, ce n'est pas moins bien de le faire en visio qu'en personne. Et est-ce qu'il n'y a pas des sous-groupes qui sont plus adaptés à cette prise en charge en visio? Donc, voilà, je m'arrête là pour cette partie-là. Un grand merci à vous, professeur Salas. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans notre chat. Tout le monde est vraiment très sage aujourd'hui, un peu trop calme. C'est peut-être l'horaire, mais pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Vraiment, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Nous avons... Parce que c'est clair, c'est gentil. Merci Agnès. Alors, on va laisser la parole à Dr Philippe de Bourdeau pour la suite de nos interventions.
Philippe, c'est à vous. Alors, je me mets là-dessus. Est-ce bon pour vous? C'est très bien, parfait. Ah bah, très bien. Juste en grand écran, ça sera... J'ai mis en grand Parfait. écran pour moi. Alors, ça devrait arriver. Voilà, c'est bon. Ça ira, merci. C'est à vous. Alors, je commence par les liens d'intérêt. Ah, je me permets juste, je suis désolée, hein, c'est juste que là, on a quelques questions, donc c'est avec plaisir qu'on va, avant de continuer, Oui, je vais juste me allez-y. permettre de les poser. Les consultations en vision n'affectent pas la relation humaine entre le médecin et le patient. Question de Madame Courtier. Et après, est-ce possible en désert médical de profiter de cette téléconsultation en PACA? Alors, Alors, à ma connaissance, non, mais peut-être que Élodie peut Oui. répondre. Je peux répondre. Il y a des équipes en région qui font des téléconsultations. Oui, des équipes mobiles. Alors après, faudrait que je vous dise, ça dépend où vous êtes, mais de toute façon, on va avoir d'ici la fin de l'année l'annuaire avec qui sera fait par la cellule d'animation régionale en soins palliatifs avec toutes les équipes mobiles. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant je réfléchis en même temps que je parle, d'avoir un item sur la possibilité de téléconsultation ou pas. Mais il y a des équipes qui le font déjà, oui. merci, docteur Crétel. Et sur la question de l'écran, ne crée-t-il pas une barrière et une distance? Je sais que c'est des propos qui avaient été abordés entre docteur de Bourdeau et professeur Salas la dernière fois. Effectivement, ça pose question. Ben, alors, cette étude, elle montre, alors ça dépend qu'est-ce qu'on appelle la relation humaine entre le patient et le médecin, mais cette étude, elle a simplement montré que, en tout cas, même si elle peut être détériorée, ça n'affecte pas la qualité de vie. C'est hypothétique, hein, ce que je dis. Elle n'affecterait pas la qualité de vie du patient, l'anxiété du patient et sa satisfaction. Donc, ça n'a pas étudié en fait le côté relation humaine entre patient et médecin, et très probablement parce qu'il n'existe pas d'échelle pour mesurer ça, ou s'il en existe, en tout cas, ça n'a pas été utilisé. Merci beaucoup. Alors, pardon, hein, docteur de Bourdeau, on va pouvoir continuer. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter la prise en charge de la douleur, voilà mes liens d'intérêt. C'est évaluation de la douleur cancéreuse. Alors, comme l'auditoire est varié, certains trouveront que c'est simpliste, d'autres trouveront que c'est un peu compliqué. J'ai essayé de me situer entre les deux. Hein. Donc, pour commencer, j'ai repris la définition qui remonte à quelques années de la douleur. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en termes d'une telle lésion. Et quand on reprend ces différents points… Philippe, oui. Je me permets, il faudrait que vous mettiez vous sélectionnez votre première diapo et ensuite fassiez défiler, parce que là, vous êtes sur la numéro 4, je crois. Et là, je suis où? Alors, toujours sur la 4. Ça défile pas, ouais. Ouais, il faut que vous cliquiez dessus, ouais. ou alors c'est qu'il y a un petit problème de connexion qui fait que ça défile doucement. Ouais, non, je pense que c'est bien ça, il est sur la 4. Ouais. Il faut que vous vous mettiez sur la… Eh ben là, je suis sur toutes les… Attendez, je vais me mettre là. Ouais. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, là, ça défile. Là, ça y est, c'est bon. Il faut que vous reveniez au départ et ça défile. Alors, je vais revenir là. Paf, je vais le faire comme ça. Bon, donc, alors, chaque terme de la définition a une importance sensorielle. Bon, c'est une dimension neurologique, c'est les voies de conduction de la douleur. Émotionnelle, ça rend compte de la dimension psychologique, et notamment de tout le vécu et du retentissement psychologique des douleurs chroniques. Expérience désagréable, ça renvoie à la dimension de qualité de vie, et puis on le verra par la suite, hein, la douleur diminue nettement la qualité de vie, associée à une lésion tissulaire réelle. Ça, c'est important parce que la lésion tissulaire réelle, c'est la douleur qui est expliquée, parce qu'on voit, quand on prend en charge des patients pour la douleur, tous les patients essayent d'expliquer la douleur, hein, que ce soit par un événement, par une lésion, par quelque chose, mais il faut que la douleur soit expliquée. Par contre, par la suite, c'est
associée à une lésion tissulaire potentielle. Là, c'est une douleur qui est explicable. Et dans ce cas-là, la douleur est quand même moins bien vécue par le patient qui n'a pas de base sur lesquelles se rattacher. Et enfin, la douleur qui est rattachée à une lésion décrite en termes d'une telle lésion, c'est sans lésion identifiable, c'est la douleur inexpliquée. Et c'est là que les soucis se font jour parce que les patients aiment bien expliquer leur douleur. Alors pourquoi? Vous voyez cette diapositive qui suit là? Oui. Allô? Oui, oui, c'est bon, Philippe. C'est bon. Pourquoi avons-nous choisi de commencer par la douleur dans les soins de support, là, dans la prise en charge précoce des soins palliatifs? Parce qu'en fait, c'est le premier symptôme en cancérologie, le premier symptôme fonctionnel et en soins palliatifs. Vous voyez, vous avez en cancérologie, en gros, 1 patient sur 2 a une douleur intense. Hein. Et ça concerne 75 patients des patients en unité de soins palliatifs. Il faut noter déjà qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'évolutivité du cancer et l'intensité de la douleur ou l'existence d'une douleur, même si bien entendu, les douleurs sont plus fréquentes et plus intenses dans les cancers localisés et métastatiques. Là, je vous ai mis en bas les douleurs dans les cancers tout confondu, et on voit que les douleurs sont plus importantes dans les cancers avancés que dans les cancers à distance du traitement ou les cancers en rémission complète. Les douleurs varient également en fonction de la localisation du cancer ou de l'hémopathie, et comme vous voyez, les douleurs les plus intenses, c'est les douleurs osseuses, hein, par fracture ou métastase osseuse, et ensuite au niveau de la sphère ORL, parce qu'elle est richement innervée. Alors, il y a plusieurs types de douleurs cancéreuses, hein, c'est celles qui sont liées au cancer par différents mécanismes, hein, que je vous ai marqués, l'infiltration, l'inflammation, l'ischémie, la nécrose, l'étirement des viscères creux, ce qui notamment rend compte des douleurs urogénitales. On a également les douleurs qui peuvent être liées au traitement, soit une lésion ponctuelle du nerf par chirurgie, radiothérapie, c'est assez fréquent, soit des lésions neurologiques plus diffuses par chimiothérapie, puis bien entendu les lésions tissulaires, qu'elles soient liées à la radiothérapie, à la chirurgie. Et puis il ne faut pas oublier non plus les douleurs qui sont liées aux soins, qu'elles soient liées aux biopsies et aux pansements et plus ou moins prélèvements. Et pansements, quand on dit pansement, on pense effectivement aux douleurs qui sont liées au pansement de tumeurs. Alors, il y a différents types de tumeurs, de douleurs plutôt. Une douleur par excès de nociception, c'est une stimulation des récepteurs de la douleur qui est trop importante. Vous avez les douleurs neuropathiques qui correspondent à un dysfonctionnement du système nerveux central ou périphérique. Et quand on dit système nerveux central, ça part de la moelle épinière, bien entendu. Et bien sûr, en cancérologie, il y a souvent des douleurs mixtes qui allient les douleurs nociceptives et les douleurs neuropathiques. Et enfin, je vous les ai citées ici, ce sont les douleurs nociplastiques, mais qui sont pas très fréquentes en soins palliatifs et en cancérologie. C'est des douleurs qu'on avait avant, dans le temps, qu'on disait les douleurs idiopathiques, fonctionnelles. Il n'y a pas de lésion objective. C'est une plasticité modifiée du système nerveux central. J'explique ça aux patients en disant, quand vous appuyez ou quand vous pincez la peau, si vous pincez ou appuyez légèrement, c'est une sensation qui n'est pas désagréable, mais si vous forcez trop, ça va devenir douloureux. Et ben, ces douleurs sont liées à un abaissement du seuil de perception qui fait qu'une douleur qui est théoriquement pas une perception non douloureuse est perçue comme douloureuse. J'ai oublié de dire une chose dans cette préambule. La difficulté dans ces douleurs cancéreuses en soins palliatifs, c'est que les patients cancéreux en soins palliatifs peuvent avoir des douleurs qui sont non liées au cancer ou à l'évolution de la maladie. Et ça se vérifie notamment chez les patients qui sont âgés, hein, qui ont des douleurs qui sont souvent arthrosiques, ostéo-articulaires. Alors, comment analyse-t-on la douleur? Le premier principe, et c'est ce qu'il faudrait retenir en premier, le premier traitement de la douleur, finalement, est assez simple et à la portée de tout le monde, et c'est pour ça qu'il faut insister dessus, c'est l'écoute du patient. Mais ça prend quand même pas mal de temps d'écouter les gens. Parce que les gens, une fois qu'ils se sentent écoutés, ça fait quand même partie de leur traitement, ils se sentent rassurés.
Quand on prend en charge la douleur, il faut repartir de zéro parce que souvent, les gens arrivent et ils disent, ben voilà, j'essaie, ils vous donnent un diagnostic, ils expliquent la douleur ou ils vous rapportent ce qui a été dit par les précédents intervenants. Et il faut laisser parler le patient, reformuler. Il faut se dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre les lésions qu'on constate et les douleurs. Et un point important, c'est que plus la douleur est ancienne, plus l'analyse est difficile, parce que se mettent en jeu derrière les composantes émotionnelles, sociales, c'est multidimensionnel. Voilà. Au cours du cancer, c'est ça qui est un peu le piège, c'est qu'on peut avoir plusieurs douleurs dans le temps ou successivement dans le temps ou dans différents territoires, ce qui fait qu'il faut prendre chaque douleur séparément dans l'analyse. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les douleurs cancéreuses et les douleurs non cancéreuses. Et puis, ce qu'il faut essayer, pour ne pas se faire avoir une analyse à peu près cohérente, il faut séparer dans l'analyse les douleurs continues des douleurs qui vont par phase et des pics, et notamment les accès douloureux paroxystiques. Alors, les moyens disponibles, c'est l'analyse clinique, ça c'est faire préciser les différences, ça c'est plutôt du domaine médical. Et on a les échelles d'évaluation qui sont les échelles d'auto-évaluation que je vous détaillerai plus tard et l'hétéro-évaluation qui est faite par un praticien. Alors, ce qu'il faut savoir de ces échelles, c'est qu'elles sont fiables essentiellement dans les douleurs aiguës. Dans les douleurs chroniques, comme je vous ai dit, comme interviennent d'autres paramètres psychologiques, sociaux, familiaux, c'est plus difficile à évaluer. Mais elles sont assez reproductibles, ce soit par chaque opérateur ou d'un opérateur à l'autre, quand ce sont les hétéro-évaluations, ou d'un patient pour le même patient ou d'un patient à l'autre. Parmi toutes ces échelles, il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est le DN4, c'est pour évaluer la douleur neuropathique. DN4, c'est simple, c'est douleur neuropathique 4. Pourquoi 4? Parce que quand il y a plus de 4 critères, que nous reverrons tout à l'heure, il s'agit d'une douleur neuropathique ou fortement suspecte des douleurs neuropathiques. Et alors, le principal moyen disponible, c'est le temps, qui est parfois compté, notamment quand vous êtes en cancérologie, vous avez des créneaux d'1 quart d'heure pour les évaluations, les suivis de patients, et qu'il faut analyser une douleur, c'est des fois un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on manque de temps, d'intéresser les gens dans les consultations spécialisées antidouleurs. Alors, l'analyse clinique, il faut commencer par l'ancienneté de la douleur, les circonstances de survenue, alors ça dépend, c'est la suite d'un choc. Il ne faut pas trop se laisser influencer par les patients, parce qu'ils ont tendance à toujours relier une douleur à un accident, à un événement particulier. Il faut surtout des circonstances de survenue somatiques et pas trop psychologiques, parce qu'il y a quand même un vécu psychologique qui fait dire aux patients c'est lié à ci ou à ça. Alors, il faut analyser les facteurs déclenchants, la toilette, la mobilisation, ça c'est important, la toux, la respiration, les facteurs déclenchants, les douleurs augmentées par la respiration, c'est plutôt d'origine pulmonaire ou thoracique. Il faut voir, ça c'est important, les douleurs, si elles sont modifiées par l'activité physique ou par le repos. Parce que ça permet de séparer deux douleurs schématiques. Ce n'est pas toujours très fiable, bien entendu. Vous avez d'un côté les douleurs qui sont plutôt mécaniques, c'est les douleurs qui sont augmentées par l'activité physique, plutôt en fin de journée et diminuées par le repos. Et ça, c'est plutôt non lié au cancer. Et les douleurs qui sont plutôt inflammatoires, donc plutôt liées au cancer, ce sont des douleurs qui sont plutôt avec des réveils nocturnes, qui n'ont pas trop d'influence de l'activité physique, pas trop d'influence du repos, et de temps en temps avec un dérouillage matinal. Alors, dans cette évaluation, il faut voir les facteurs antalgiques positionnels. Il y a certaines douleurs positionnelles, par exemple, les douleurs positionnelles penchées en avant thoraciques qui se sont soulagées, c'est plutôt évocateur des péricardites, des choses comme ça, mais je ne peux pas tout passer en détail. Il faut bien analyser les facteurs antalgiques médicamenteux parce que, comme vous le détaillera le professeur Salas, ça vous permettra d'ajuster le traitement par la suite.
Il faut analyser ensuite l'irradiation qui permet d'avoir une idée du mécanisme et du traitement à mettre en œuvre, soit les trajets nerveux ou radiculaires, soit les trajets typiques d'une lésion. Par exemple, le foie, c'est l'irradiation dans l'épaule, le pancréas plutôt postérieur, le rein dans les organes génitaux externes, des choses comme ça. Et après, il faut essayer de faire décrire aux patients la douleur, c'est ce que j'appelle l'hémodémo. C'est soit des douleurs qui sont plutôt évocatrices d'une douleur nociceptive, broiement, déchirure, coup de couteau, pression, ça c'est plutôt douleur par excès de nociception. Et à l'inverse, c'est des douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs par brûlure avec des décharges électriques. Mais en pratique, comme je vous l'ai mis en bas, surtout dans les douleurs chroniques, les patients sont à bout. Et puis, quand ils arrivent en consultation antidouleur, ils ont vu plusieurs praticiens, et ils sont un peu lassés. Et la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est en gros, j'ai mal. Il faut essayer de voir également les symptômes associés. La constipation, j'ai marqué 2 croix parce que de temps en temps, on se fait avoir dans les douleurs qui sont traitées par morphinique, avec des douleurs abdominales surajoutées qui sont en fait liées à la constipation liée au morphinique. Là, il ne faut pas passer à côté. Les nausées, les vomissements, ceci indépendamment des morphiniques, qui peuvent orienter vers une origine particulière, les signes urinaires, les signes pulmonaires, je ne peux pas tout détailler. Ce qui est très important aussi, c'est d'essayer d'évaluer l'impact quotidien pour savoir l'intensité de la douleur, s'il y a un retentissement sur le sommeil, sur les activités de la vie quotidienne, le retentissement social et familial. Voilà. Ce qui permet de grader les différentes classes thérapeutiques. Alors maintenant, comment évaluer la douleur? Je vous marque des échelles d'auto-évaluation. Donc la plus connue, c'est l'échelle analogique visuelle. La plus simple, c'est l'équivalent, mais sans curseur sur une réglette, c'est l'échelle numérique. Alors dans les 2 cas, c'est 0, c'est l'échelle, c'est pas de douleur du tout, et 10, c'est la douleur extrême que le patient puisse imaginer. Ensuite, vous avez l'échelle verbale simplifiée, donc qui vous permet de dire faible, modéré, sévère, très sévère, extrême. Et en gros, la limite pour traiter, c'est modéré, sévère. Je vous donne maintenant le DN4, vous voyez, ça c'est très important, il faut toujours l'avoir dans sa poche. C'est facilement consultable, c'est ce que je fais quand je suis en consultation, parce que j'en oublie toujours un des 10 de ces critères. Vous avez ça sur le site de la SFETD, sur Internet, vous pouvez le consulter facilement. Donc, les douleurs, la sensation de froid douloureux, les décharges électriques, fourmillement, picotement, l'engourdissement des démangeaisons. Et puis, 3 critères cliniques qui sont l'hypoesthésie au tact, à la piqûre, et puis le déclenchement de la douleur ou l'augmentation par le frottement. Et comme je vous l'ai dit, quand vous avez 4 critères, c'est fortement évocateur d'une douleur neuropathique. Et pour terminer, je vous ai mis une échelle d'hétéroévaluation qui sert pas mal en soins palliatifs, notamment chez les patients qui sont peu communicants. Il faut savoir que c'est une échelle qui n'a pas été faite pour la cancérologie ni pour les soins palliatifs, mais pour les patients non communicants en gériatrie, c'est-à-dire les patients de plus de 65 ans. En pratique, on l'utilise en soins palliatifs et chez les patients non communicants en cancérologie. Et c'est rapide et simple à faire, vous voyez, que ce soit le médecin, l'infirmière, les soignants ou tout autre personnel. Comme toutes les douleurs, ça marche plutôt dans les douleurs aiguës. C'est significatif si 2 critères sur les 5, à savoir l'expression du visage, du regard, les plaintes, l'expression du corps ou le comportement, si 2 de ces 5 critères sont positifs. Le gros problème avec l'Algo+, c'est en fin de vie, notamment chez les patients qui sont en phase terminale, savoir à quoi correspondent les cris et les gémissements, si c'est de l'anxiété ou de la douleur, ça reste à débattre. Et je crois que j'ai terminé. Voilà. Et je vais repasser. Hop. Merci beaucoup, J'arrête Dr. le Belbourdeau. partage, c'est bon. C'est parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? J'en profite d'avoir la parole pour juste rappeler que nous enverrons les présentations à tous les participants. Ce sera Madame Moya qui s'en chargera. Oui, tout à fait. Et aussi une petite aparté sur le fait que le webinaire, je l'ai mis dans la conversation, mais il sera disponible bientôt en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà.
en plus des diaporamas. Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Madame Courtier. Le CPA est plus adapté pour les douleurs chroniques. Docteur de Bourdeau, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Bah, pas trop parce que je m'en sers pas. Ah, Alors, vous savez, il y a plusieurs échelles. Vous avez beaucoup d'échelles d'évaluation de la douleur. Je vous ai cité les plus fréquentes et les plus utilisées. Hein. À quoi correspond le CPA? Il faudrait voir, parce qu'après, vous avez le questionnaire douleur Saint-Antoine, vous en avez plein. Hein. Il y a autant de douleurs que vous avez de centres qui évaluent la douleur, pratiquement. J'ai cité les plus simples, celles dont on peut se servir en pratique. Alors, j'ai regardé sur CPA, à quoi attendez, je regarde. C'est une échelle que je ne connais pas, mais elles ont toutes les mêmes bases en fait. Et ce qu'il faut dire également, alors je ne peux pas répondre, mais c'est que toutes ces douleurs, toutes ces échelles de l'évaluation de la douleur n'ont pas été comparées entre elles, quoi. L'essentiel étant d'avoir une échelle dont on sache se servir, parce qu'elles sont toutes à peu près reproductibles, et dont on ait l'habitude, et d'utiliser toujours la même avec le même patient. Voilà. alors, on a une réaction. Je crois que l'EVS n'a que 5 items et non 6. Deuxième réaction, le CPA, c'est l'échelle avant et après les soins. Ah, Donc, bah voilà. voilà. Donc, Voilà pour les réactions que nous avons. Le CPA utile dans les douleurs induites par les soins. Voilà. Donc, c'est confirmé par Dr Neumann. Et surtout en gériatrie, qui nous dit Madame Serris. Alors, on va pouvoir laisser la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, au professeur Salas de nouveau, sur les bases de la prise en charge thérapeutique dans la douleur cancéreuse. Et ça sera notre dernière intervention. Merci beaucoup. Ben, merci Philippe. Alors, c'est vraiment avec Philippe, on s'est beaucoup posé de questions par rapport aux interventions. C'est est-ce qu'on fait les bases de l'évaluation, les bases de la prise en charge, ou est-ce qu'on parle, on évoque des notions un peu plus pour les experts? On a choisi de faire les bases de la prise en charge de l'évaluation et de la prise en charge thérapeutique dans la douleur cancéreuse. Donc, vous m'excusez par avance si je dis des choses que vous savez déjà. Donc, la douleur, pour la douleur nociceptive, bon, tout le monde sait en fait qu'on utilise les paliers de l'OMS. Donc, les paliers de l'OMS, c'est 3 paliers différents avec les antalgiques non morphiniques, comme le paracétamol ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le palier 2, c'est les antalgiques ou opiacés faibles, tels que la codéine, l'opium ou le tramadol, souvent réservés plutôt aux douleurs modérées à intenses. Et pour les douleurs très intenses, vous avez le palier 3, avec les opiacés forts, dont la morphine, sulfate de morphine ou chlorhydrate de morphine, le fentanyl, l'oxycodone, la méthadone. Alors, sur le principe de cette échelle, comment on l'utilise en pratique, c'est vraiment, on a voulu vraiment faire quelque chose de très, très pratique. Quand on est au maximum de la posologie du palier 1, on passe au palier 2. Quand on est au maximum de la posologie du palier 2, on passe au palier 3. On peut associer un palier 1 et un palier 3. Peu d'intérêt à associer en fait un palier 2 et un palier 3, c'est-à-dire un opiacé faible avec un opiacé fort, parce que l'index thérapeutique de l'opiacé fort est beaucoup plus important. Et puis, de plus, il y a un peu plus de risque de surdosage en opiacés. Par contre, voilà, d'associer un palier 1 et un palier 3, ça pourrait être épargner la morphine, et la plupart des publications dans la littérature parlent d'un épargne morphinique de 20%. Alors ensuite, c'est la titration, c'est-à-dire comment on introduit
un traitement morphinique. Pour que ce traitement morphinique soit optimal, avec le moins d'effets secondaires possible. Donc, il existe 2 méthodes de titration. La titration avec du libération immédiate seule, et la titration avec du libération prolongée et du libération immédiate. En termes plus pratiques, en gros, on peut faire une titration qu'avec de l'actiskénan, tout simplement. Alors, c'est plutôt réservé aux patients fragiles. Donc, la dose de départ du libération immédiate, c'est 1 mg par kilo par 24 heures. Et lorsque le patient est insuffisant rénal ou insuffisant hépatique ou est plutôt très âgé, on peut utiliser en fait une dose de départ de 0,5 mg par kilo par 24 heures. Globalement, pour un patient de 60 kg, ça fait 60 mg par 24 heures. Donc, il y a deux façons de donner le traitement. Il y a une prise en systématique et une prise à la demande en cas de douleur. Donc, la prise systématique, c'est toutes les 4 heures. Si vous commencez à midi, vous commencez donc, si on donne 60 mg par 24 heures, ça fait 10 mg à midi, puis 10 mg à 16 heures, et ainsi de suite, sauf si le patient se met en surdosage, d'où l'intérêt pour les patients fragiles d'utiliser ce système de titration. Pour le libération immédiate, si douleur, c'est les mêmes règles qu'avec du LP et du ELI, c'est-à-dire maximum 6 interdoses par jour, maximum 4 prises successives en 4 heures, et l'intervalle entre les prises, elle est d'1 heure. Donc, le lendemain, il suffit de compter le nombre de libérations immédiates que le patient a pris et puis le transformer en libération prolongée et libération immédiate. Globalement, pour vous donner un exemple, une patiente de 90 ans, c'est un type d'exemple que vous avez sûrement dû rencontrer, on lui donne un actiskénan 5 mg en systématique à midi. À 16 heures, la patiente commence à être un petit peu surdosée parce qu'elle est en plus un petit peu insuffisante rénale, et le 5 mg, on ne le donne pas, enfin en tout cas celui du systématique n'est pas donné, mais par contre on peut donner en fait 2 heures plus tard, la patiente se plaint et commence à avoir mal, mais n'est plus en surdosage, et on peut lui donner en fait un actiskénan à la demande si douleur. Donc ça, c'est la première façon de titrer. C'est la plus efficace, c'est celle qui répond le mieux aux règles de pharmacocinétique et de pharmacodynamique, et c'est vraiment pour moi en fait le système le meilleur pour titrer les patients. Le seul inconvénient, c'est que c'est assez difficile à expliquer et assez difficile à comprendre. Le deuxième moyen de titrer, c'est d'utiliser en fait de la libération prolongée associée à une forme à libération immédiate. Donc, la dose de départ, elle est la même, 1 mg par kilo par 24 heures. Si le patient fait 60 kg, ça fait du libération prolongée 30 mg le matin et 30 mg le soir. Et bien sûr, on n'oublie pas de donner des interdoses, 6 douleurs qui correspondent bien à un 6e, un 10e de la dose journalière, comme pour la titration qu'avec libération immédiate. Là encore, l'intervalle entre les prises est d'1 heure, maximum 6 interdoses par jour, et on doit, en fait, si c'est supérieur à 4 interdoses par 24 heures, le lendemain, on transforme la libération immédiate en libération en libération prolongée, et on recalcule en fait du libération immédiate à un 6e, un 10e de la dose journalière. Alors, bien sûr, mais ça, je crois que c'est quand même passé dans les mœurs, il faut toujours prescrire un laxatif avec une prescription de morphine. Et donc, on voit qu'en fait, notre canon ou notre référence sera donc de la morphine équivalent oral, et bien entendu, les recommandations préconisent de donner un traitement Péros.
Alors ensuite, il y a, quand on est dans des situations un peu particulières, quand on souhaite améliorer le contrôle de la douleur et ou la tolérance chez les patients avec effet indésirable rebelle résistant à un traitement asymptomatique adéquat, en gros, c'est un patient qui sera soulagé, mais qui sera un petit peu confus, un petit peu somnolent ou avec d'autres effets indésirables. Là, il y a la possibilité de faire une rotation des opioïdes, c'est-à-dire de prendre un opiacé fort type morphine pour le remplacer par de l'oxycodone, et si ça ne marche pas, on peut le remplacer par un autre opiacé fort. Donc le rationnel de ça, c'est que les interactions elles sont un petit peu différentes entre les opiacés forts et les récepteurs mu en fonction de l'opiacé fort. Il y a un métabolisme différent, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas éliminés tout à fait de la même manière, et puis la contumance croisée est partielle entre les opioïdes. Donc ça, c'est une possibilité en fait quand vous avez des effets indésirables mais que le patient est quand même soulagé et que vous baissez la dose et que là, le patient a de nouveau mal. Donc, il y a deux. Alors là, on passe sur autre chose. Hein, c'est la façon alors, quand vous avez déterminé votre dose d'opiacés fort, que vous souhaitez faire une rotation des opioïdes ou quand vous devez changer de forme galénique, c'est-à-dire passer du Péros au patch de fentanyl ou que vous avez commencé par de l'intraveineux parce que le patient était extrêmement douloureux et que en cas de douleur très intense, on commence par un palier 3 de l'OMS. À ce moment-là, en fait, vous pouvez faire des règles d'équianalgésie entre les différents opiacés forts ou il y a des règles d'équianalgésie entre une forme galénique et une autre forme galénique. Alors là, je vais vous passer les tableaux qui existent et qui montrent qu'il y a des règles de conversion qui sont d'ailleurs pas toujours les mêmes. Hein, quand on regarde la morphine orale et qu'on passe à la morphine IV, c'est 3 pour 1, mais quand on passe de la morphine IV à la morphine orale, c'est 1 pour 2. Donc les règles de conversion ne sont pas les mêmes en fonction de la forme galénique. Mais globalement, en fait, il existe une application que je pense la majorité d'entre vous connaissent, qui est OpioConvert, et qui permet de faire ces règles d'équianalgésie, ces changements d'opioïdes dans le cadre d'une rotation ou ces changements d'opiacés forts dans le cadre d'un changement de forme galénique. Alors après, il y a quelque chose qui est quand même important, c'est le timing en fait. Hein. Bien évidemment, on ne va pas débuter une morphine par voie intraveineuse au moment de la prise de morphine LP, parce que là, le risque de surdosage est plus qu'important. Mais en tout cas, il y a des moments où, par exemple, un patient qui est déjà sous morphine orale et on veut passer à de la morphine injectable, c'est souvent des patients qui sont plutôt mal contrôlés, qu'on souhaite en fait plutôt titrer avec une PCA de morphine, par exemple. Vous avez des règles en fonction de la pharmacocinétique des morphiniques. Par exemple, hein, si vous donnez de la morphine LP, un scannant LP le matin, vous devriez commencer la morphine en continu par PCA 10 heures plus tard. Et puis, vous pouvez quand même permettre aux patients de prendre des interdoses de morphine si douleur. Après, il y a la même chose en fait entre la morphine injectable quand vous avez titré quelqu'un avec de la morphine injectable et que vous voulez passer à la morphine orale. La morphine LP, vous prenez la première prise et puis vous arrêtez en fait la morphine injectable 2 heures plus tard. Un petit focus quand même sur le fentanyl, les patchs transdermiques que l'on doit utiliser que dans les douleurs équilibrées. La problématique, elle est plus que c'est pas mal utilisé pour titrer, alors que ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque ça a un délai d'action qui est très long. Hein, et que d'autre part, la demi-vie du médicament, en fait, hein, la demi-vie d'élimination du produit est extrêmement longue également, en fait. Donc, quand vous voulez passer de la morphine orale au patch de fentanyl,
imaginons qu'un patient a un début de mucite, que la douleur est équilibrée, mais que vous souhaitez en fait mettre un patch. Vous posez le patch et puis vous donnez la morphine LP en même temps, et en fait on voit que la morphine LP elle va cesser d'agir à H12 et le patch aura mis 10 à 12 heures avant d'agir. Bon, je ne vais pas vous faire l'inverse parce que là on va prendre un peu trop de temps, mais il y a cette question-là du timing, du relais en fait à effectuer, du bon délai en fait entre à respecter entre l'introduction d'un traitement morphinique pour le remplacer par une autre forme galénique ou un autre opiacé. Alors, juste un petit mot sur, on ne pouvait pas parler de morphine sans parler de surdosage. Quand on est surdosé, c'est l'arrêt des morphiniques, et puis surtout, c'est la fréquence respiratoire qui est inférieure à 8. À ce moment-là, on doit faire du Narcan, hein. Bon, là, c'est la base, mais je ne pouvais pas vous parler d'opiacés forts sans vous parler de ça. Et puis, bien sûr, en fait, on donne un traitement, en fait, hein, une fois qu'on a donné la naloxone en bolus pour quand la fréquence respiratoire est inférieure à 8, on doit commencer un traitement d'entretien. Et tout ça pour dire que, bien évidemment, hein, quand les patients sont en toute fin de vie et que, globalement, si un patient est en train de mourir et que sa fréquence respiratoire descend en dessous de 8, on ne va pas faire du Narcan. Mais je pense que c'est une évidence plus. Et puis, pour les douleurs neuropathiques, je vous ai mis tout simplement l'arbre décisionnel de la SFETD. Qui est donc en cas de douleur neuropathique très localisée. La première ligne de traitement que l'on doit utiliser, c'est les emplâtres de lidocaïne. Pour parler non produit, c'est le Versatis, ou utiliser un TENS. Ça a un niveau de preuve suffisamment élevé pour l'utiliser en première ligne pour les douleurs neuropathiques localisées, et puis pour les douleurs neuropathiques périphériques ou centrales un peu plus étendues, on peut utiliser soit un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, type Deroxate d'ailleurs, qui est particulièrement indiqué dans les douleurs neuropathiques chimio-induites, ou utiliser un anti-épileptique ou utiliser un antidépresseur tricyclique. En fait, là, il n'y a pas d'ordre de priorité. On peut utiliser soit l'un, soit l'autre. Par exemple, j'aime bien utiliser un antidépresseur tricyclique comme le Laroxyl quand les patients ont des douleurs neuropathiques insomniantes, parce que ça a un effet quand même plutôt sédatif. Sinon, il ne faut pas s'attendre à une efficacité immédiate, hein. C'est souvent au maximum de la posologie du produit. Au maximum de la posologie du produit que ça devient efficace. Et au bout, alors ça dépend, hein, le Laroxyl par exemple, ça agit plus rapidement, mais tout ce qui est anti-épileptique ou antidépresseur, ça met 1 semaine, 10 jours, enfin, ça a un délai d'action qui est un peu plus important, d'où l'intérêt d'informer le patient pour lui dire, bon, ça ne sera pas forcément efficace immédiatement. Après, en deuxième ligne, vous avez les patchs de capsaïcine ou la toxine botulique, et puis ensuite, vous avez la prégabaline. Mais globalement, en fait, en première ligne, on peut mettre un antidépresseur et un antiépileptique, et en deuxième ligne, on peut associer les deux, tout en pensant en fait aux traitements locaux de la douleur neuropathique. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Salas. Alors, il y avait 2 questions qui ont été posées dans le chat. La première est de Virginie qui nous dit, c'est une question qui est pour vous. J'ai déjà observé chez quelques patients une augmentation des douleurs sous patch fentanyl 125 et leur diminution à la réduction progressive des patchs. Est-ce un phénomène connu? Alors, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Après, vous avez, je ne sais pas si ça peut. La chose que ça m'évoquerait, c'est l'hyperalgésie
au morphinique que l'on constate peu quand on travaille en soins palliatifs, parce que c'est rare d'avoir envie d'arrêter en fait les opiacés, mais sinon non, ça ne m'évoque pas spécialement. Toi Philippe, tu as déjà eu cette expérience? Non, non, mais ça m'évoque deux choses, soit les variations spontanées de la douleur, hein, parce qu'il n'y a pas forcément de relation de cause à effet entre l'arrêt du fentanyl et la diminution des douleurs, soit une douleur qui est pas une douleur nociceptive, quoi. Il faut voir ça également. Hein. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Madame Deliste. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Quel est le cadre législatif pour utiliser la kétamine et la méthadone en SMR ou lit soins palliatifs? Alors c'est vrai que je ne suis pas l'expert de la réglementation, mais si on se fie en fait le document en fait qui permet de réglementer cette utilisation, c'est sûr que sur une USP on peut utiliser, c'est dans le cadre des recommandations de la HAS de 2020 pour les douleurs réfractaires. Alors sur la lidocaïne, alors la kétamine c'est autre chose, mais la lidocaïne, ça nécessitait quand même d'avoir des anesthésistes dans les parages, ce qui n'est pas évident en fait. Hein. Et pour le reste, je pense qu'une USP a largement la possibilité de prescrire ce genre de médicaments à travers des recommandations qui existent, quoi. Philippe, je ne sais pas si tu as une autre opinion. Non, je suis bien d'accord. Il vaut mieux avoir des anesthésistes dans le coin et des cardiologues quand on utilise la lidocaïne, mais voilà. Alors, nous avons une autre question d'une infirmière de l'équipe soins palliatifs de Brignoles. Bonjour. Y a-t-il une différence d'efficacité sur l'utilisation de l'oxycodone ou de la morphine sur les douleurs cancéreuses osseuses? Donc, alors, sur les douleurs cancéreuses osseuses, je dirais qu'il y a un médicament en fait à utiliser qu'on sous-utilise, hein, que ce soit les cancérologues ou en soins palliatifs, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et d'ailleurs, les dernières recommandations de l'OMS, elles disent qu'on sous-utilise et qu'il faudrait utiliser plus souvent en fait les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais ce qui n'est pas la question. Il n'y a pas d'études randomisées qui comparent en fait l'oxycodone à la morphine. Je pense que c'était une impression clinique à un moment donné, parce que beaucoup de monde a utilisé l'oxycodone en première intention, en tout cas dans mon entourage, mais il n'y avait pas de rationnel pour utiliser l'oxycodone en première intention par rapport à la morphine. Et ça ne se fera jamais, hein, je ne pense pas, à ma connaissance en tout cas. Je crois que c'était surtout un argument commercial avant que ce soit génériqué. Maintenant que c'est génériqué, c'est un truc dont on entend nettement moins parler quand même. Alors, merci beaucoup. On continue dans les quelques questions qui nous sont posées par les participants. Docteur Paillard qui demande question sur l'adaptation des morphiniques chez des patients insuffisants respiratoires chroniques sous oxygène. C'est compliqué. C'est vrai que c'est une action dépressive respiratoire, hein, et donc il faut y aller prudemment. Il faut chaque fois évaluer le rapport bénéfice-risque. Hein, et il n'y a pas de réponse. Faut voir ce qu'en dit Sébastien. Pour moi, c'est au cas par cas, hein, voir l'intensité de la douleur et vis-à-vis de l'intensité de l'insuffisance respiratoire. Bon, la seule chose que je rajouterais, c'est que pour les patients en fait qui présentent une dyspnée en situation palliative, c'est une indication de donner de la morphine. Parce que en fait, bon, il y a plusieurs explications, mais c'est une indication. Et souvent, en fait, à la fac, hein, les étudiants posent la question, c'est quel est le risque de dépression respiratoire chez des patients qui sont déjà en fait en dyspnée, en situation palliative. Et là, en fait,
enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience, mais la seule fois où j'ai vu en fait une détresse respiratoire à la morphine chez un patient cancéreux, hein, là c'est pas l'insuffisant respiratoire, c'est lorsqu'il y a eu une erreur d'administration, genre à 100 fois, 200 fois la dose. Mais c'est la seule fois. Et encore, le patient n'est pas décédé, hein, il était dyspnéique, mais il s'en est sorti en fait. Donc en tout cas, il ne faut pas se limiter en fait à la prescription d'opiacés pour des patients en situation palliative qui sont douloureux sous prétexte qu'on a un risque de dépression respiratoire. Je pense que c'est le message principal en fait. Merci beaucoup, professeur Salas. On a une question, enfin interpellation de Madame Gauthier, Maud, la place de la pompe intratécale. Alors, moi j'ai une opinion personnelle, c'est qu'en fait, la pompe intratécale, il faut surtout bien sélectionner les bonnes indications. Et si on y pense, il faut que ça soit de façon un peu plus précoce que ce que c'est fait actuellement. Parce que voilà, le patient qui alors c'est le système hein, qui est comme ça. En fait, un patient qui arrive dans une USP qui est extrêmement algique et qui a une espérance de vie extrêmement courte, en fait, je pense que c'est pas la bonne indication déjà en fait pour instaurer une pompe intratécale. Enfin, ou alors il faut y penser avant que le patient se retrouve dans une situation avec une espérance de vie courte, quoi. Je voudrais ajouter qu'il y a une RCP régionale pour toutes ces indications, hein, RCP régionale douleur avec les neurochirurgiens. Vous présentez votre dossier, ils vous disent si c'est bon, si c'est pas bon. Et je vais dans le même sens que Sébastien, il faut y penser rapidement parce que les délais de mise en œuvre sont quand même, il y a des contraintes techniques et de place, c'est assez compliqué. Donc, passer par la RCP, y penser tôt. Merci beaucoup, docteur de Bourdeau, pour cette remarque importante. Peut-être que, docteur de Bourdeau, si vous avez les coordonnées de la RCP, pourriez nous les faire passer au réseau pour éventuellement les mettre, Ah bah oui, bien y entendu. compris, Oui. voilà. Tout à fait. Alors, je n'ai pas d'autres questions dans le chat, donc je pense que on est bon et que les interventions étaient claires, suffisamment claires en tout cas pour ne pas avoir beaucoup de questions et les participants ont l'air d'être satisfaits en tout cas. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, professeur Salas et docteur Crétel et Philippe de Bourdeau, si vous voulez. Ah, je vois qu'il y a un petit mot dans le Nous avons chat. Très une satisfait. réaction Donc, très voilà, satisfaite. parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai trouvé que c'était très clair. Je remercie Sébastien et Philippe. C'était hyper clair. Oui, Ouais. merci Alors, beaucoup. Et merci à toi, Aude, et à Milena pour l'organisation de ce webinaire. Je vois qu'il y a eu jusqu'à 123 participants. Ben, c'est top. Jusqu'au Et bout. c'est que ce Et guide, Ça fait plaisir. soit diffusé, qu'il soit mieux connu et que les gens se l'approprient. Voilà. Merci beaucoup. Professeur Merci beaucoup. Salas, docteur de Bourdeau, un petit mot pour la Alors, fin. je vais laisser par ordre le plus ancien dans le grade le plus élevé conclure, donc ce sera Sébastien. Hein. Et donc, je vais terminer sur un mea culpa parce que j'ai pris une vieille diapo et c'est le docteur Damielli qui a fait la remarque sur le chat. Effectivement, il n'y a que 5 paliers là dans le VS. Je corrigerai sur les diapositives à faire passer aux participants. Merci, docteur de Bourdeau. Merci Et beaucoup. professeur Salas, notre coordonnateur de notre groupe. Je voulais simplement vous remercier, Aude, pour ce webinaire qui, je l'espère, aura apporté beaucoup à chacun. Et je pense que c'est le bon format entre midi et 2, même si on s'approche de 2 heures là, en fait. Mais je pense que c'est le bon format, comme ça on peut avoir nos journées normales, en fait, sans se déplacer en visio. C'est un super format. Je vous remercie, Aude. Voilà.
Passez une Merci bonne à journée. vous surtout et on espère pouvoir continuer justement sur ce type de format avec de nouvelles actions et de nouvelles thématiques et on en dira un peu plus dans quelques mois. On va laisser le groupe réfléchir à tout cela pour la stratégie décennale. Voilà. Merci à Merci tous et on va beaucoup. pouvoir Merci. conclure sur ces mots et une bonne journée à tous. Au revoir, bonne Au journée. revoir. Au revoir, Au revoir. merci.